J'ai l'impression que tu as eu quelques petits problèmes. Ça fait 3 ans que je suis en cavale. 3 ans à essayer de découvrir qui je suis. Et tu n'as toujours pas trouvé, hein? Pas encore assemblé tous les morceaux. C'était toujours vous. Vous avez fait de moi un tueur. Je ne suis pas armé, Jason. Pourquoi moi? Vous m'avez choisi, pourquoi? Je vois que tu ne te rappelles vraiment de rien. Ouais. Ce choix n'était pas le nôtre, c'était le tien. Tu étais volontaire. Ça s'est passé ici. Tu étais parfaitement au courant de ce que tu faisais. What can you tell me about Treadstone? Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Remembering everything doesn't mean you know everything. Aujourd'hui, on parle de la franchise Jason Bourne. You can kill, but you're not a killer. That's a distinction I happen to believe in more than you. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant de tous les aspects du film. Well, if you're going to reprogram human genetic material, you need a delivery system, and nothing works better than virus. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. I want Bourne in a body bag by sundown. Bonne écoute. Bienvenue au 415 de la 71e avenue à New York. Aujourd'hui, on parle de La Vengeance dans la peau, sorti en 2007 et réalisé par Paul Greengrass, avec Matt Damon, Julia Stiles, David Strathairn, Scott Glenn, Paddy Considine, Edgar Ramirez, Albert Finney et Joan Allen. Je suis Mathieu et n'oubliez pas qu'au podcast, je ne vous ai pas choisi, c'est vous qui êtes entré ici de votre plein gré. Alors, bienvenue au 4e épisode dans la franchise des films de Bourne que j'ai commencé avec le film de 88. Pour ceux qui n'étaient pas là, ben c'est ça. On est au 4e film là-dedans. Là. Faut pas oublier là, le film de 88 avec Richard Chamberlain. Le film avec le succès dans le fond là, du deuxième film, ben ça n'a pas été long ce qu'on a annoncé tout de suite là, de faire un troisième film. Là. C'était pas certain là, mais quand ils ont fait le deuxième film, faut pas oublier que le premier film avait été fait, là, il y avait eu une production chaotique. Dans le fond, c'était un succès inattendu. Et, dans le fond, je pense que la Universal voulait juste être sûr que c'était quelque chose là, de viable, là, si, mettons, il faisait un troisième film. Puis même avec le deuxième film, en se disant peut-être que oui, ça va bien marcher, mais c'était juste peut-être une curiosité aussi pour le premier film. En tout cas, je comprends le studio un petit peu pour quand même attendre les retombées là, de Supremacy avant là, de vraiment confirmer là, qu'ils vont travailler sur le troisième film. Mais il y a des affaires un petit peu que je ne veux pas dire contradictoires, mais je trouve que dans le fond, je vais en parler là, comme dans le commentaire audio. Il y a quelque chose que je trouve un petit peu étrange, là, mais vers des pièces d'histoire qui se sont laissées sur place là, pour faire le film d'aujourd'hui. Mais sinon, ben c'est ça. En tout cas, le film, là, ça n'a pas été long, puis on a donné le feu vert là, pour faire le film d'aujourd'hui, puis conclure la trilogie là, de Jason Bourne. Quand on regarde quand même le générique, là, ça semble assez pas mal la même gang là, qui revient là, du deuxième film. Là, c'est même une bonne partie là, aussi du premier film, là, mais mettons qu'on regarde Matt Damon. On regarde le réalisateur, là, Paul Greengrass, là, qui est le même réalisateur que le deuxième film, puis même l'écrivain là, Tony Gilroy, qui avait écrit là, le premier film, le deuxième film, puis le film d'aujourd'hui. Là, ça a l'air d'être vraiment toute la même équipe, là, mais il y a beaucoup d'affaires là, qui se sont passées quand même là, en arrière de la caméra là, pour vraiment là, arriver, puis que vraiment tout le monde décide de revenir. De premier, là, Matt Damon n'était pas signé pour un contrat de 3 films. Là, vraiment, tout était quand même tout le temps. Là, il y a comme un droit de regard, là, mettons, pour pouvoir jouer dans le film aujourd'hui. Si, mettons, ça fait pas son affaire, il peut quand même quitter la production. Puis, dans le fond, ça le sécurise là, pour le travail, mais dans le fond, toujours, il y a un droit de sortie là, si, mettons, il se rend compte que la production, ça risque là, d'être un navet ou quelque chose de même. On a aussi le réalisateur
Paul Greengrass, que dans le fond, il y a comme une amitié qui s'est faite avec Paul Greengrass et Matt Damon là, sur le set là, de Supremacy, ou La mort dans la peau, là, le deuxième film, ben qu'eux autres, ils ont... l'important pour Matt Damon, c'est que s'il revenait là, dans la franchise, il y avait besoin là, de Paul Greengrass pour revenir. C'est encore le cas, dans le fond, que lui, c'est toujours ce qu'il dit, c'est son discours là, pour revenir là, dans la franchise Bourne, c'est toujours que Paul Greengrass doit être à la réalisation, il veut rien savoir d'autre. En tout cas, je sais pas si c'est méchant envers Doug Liman là, qui a fait le premier film, là, ou si mettons un autre réalisateur. Là, il peut dire ça, mais des fois ça pourrait arriver qu'un autre réalisateur arrive puis que finalement il accepte. Là. Je vois pas ça là, comme vraiment certain. Là, ça pourrait arriver que quelqu'un d'autre là, a travaillé puis que Paul Greengrass trouve une excuse pour pas revenir, des affaires de même. Là. Mais en tout cas, on verra bien dans un futur, là, mais les droits ont été vendus là, dernièrement. Là, fait que je sais pas si cet univers-là de Bourne va continuer là, éventuellement. Là, ou en tout cas, on verra bien là, chose qu'on va parler là, dans le fond dans 2 semaines. Là, parce que je vais vraiment me mettre là, sur le fait là, de qu'est-ce qu'on va faire avec la franchise. Là. Pour l'instant, je suis pas en train de regarder ça. Je suis en train de plus étudier le film de cette semaine. Mais là aussi, l'écrivain là, Tony Gilroy, lui, il a écrit un script juste dans le fond pour donner une base pour où on s'en va avec le film d'aujourd'hui, mais ça a été pas mal ça dans le fond. Il a juste écrit un brouillon puis pour envoyer à Universal, puis donner le OK à Universal. Et après ça, lui, il est allé réaliser le film de Michael Clayton, je pense, là, avec George Clooney, fait que lui il s'est occupé d'autres choses là, carrément après. Il y a eu quand même un peu là, de mauvais langage envers Gilroy là, de la part de Damon. Là, quelque part, là, il a juste comme laissé un scénario, puis après ça, il est parti. Là. En tout cas, il y a eu un petit peu là, des échanges un petit peu là, dans ce genre-là, là, mais en tout cas, supposément que même plus tard, là, il y a un film là, The Great Wall, là, où Matt Damon joue dedans. Là, c'est un film là, qui a été écrit par Gilroy, mais ça veut pas dire qu'ils se sont reparlés. Là, ça a l'air que c'était un peu silence radio là, depuis ce temps-là, mais bon, c'est juste des petites affaires. Là. Le côté scénaristique, on va en parler là, pas mal tout le long du podcast, là, dans le fond, mais il y a d'autres personnes là, qui sont arrivées pour corriger un peu ou pas lire là, le script là, par la suite. Alors, le synopsis du film va comme suit. Jason Bourne, toujours traqué par la CIA, cherche à découvrir la vérité sur son recrutement et sa transformation en assassin d'élite. Après avoir aidé un journaliste du Guardian à éviter, en vain, la surveillance de l'agence, il met la main sur de nouvelles informations pointant vers Blackbriar, le programme secret ayant remplacé Treadstone. De Londres à Madrid, puis Tanger, et enfin New York, Bourne déjoue les agents envoyés pour l'éliminer, dont l'assassin Dash, avec l'aide de Nicky Parsons et de Pamela Landy. Il confronte le docteur Albert Hirsch, responsable de son endoctrinement. Face à Noah Vossen, chef de Blackbriar, il dévoile la vérité aux autorités et met fin au programme. Dans les derniers instants, Bourne retrouve la mémoire complète de son engagement volontaire dans Treadstone avant de disparaître, laissant son destin incertain. Fait que le film va jouer pas mal avec ce qu'on a joué, là, ce qu'on a parlé, là, pas mal depuis le début de la rétrospective, tout le temps là, des corruption bureaucratique, toute la hantise du passé. Dans le fond, le but du film, là, c'est pas mal donner pas mal une fin au personnage de Bourne, là, donner des réponses à qu'est-ce qu'on a parlé là, dans les 2 derniers films, qu'est-ce qu'on... Ben, tu sais, toutes les questions qu'on a posées là, de son passé, ben, on essaie de donner ça. On va-tu donner les réponses? On va en parler de ça. On a vraiment des bonnes réponses aussi. Là. On va parler de ça pas mal. Et en bout de ligne, ben, c'est ça. C'est
c'est le but du film. Là. On a une trilogie, on veut fermer ça. En bout de ligne, ne sachant pas si on va faire une suite à cet univers-là ou pas. Fait qu'on finit avec ça. Bien sûr, le film est une adaptation très, 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 très libre de le livre écrit là, de Robert Ludlum là, en 1990. Je vous donne un peu le synopsis et mes pensées par la suite de ça. Je vais juste vous avertir, c'est un très long synopsis quand même, là, parce que c'est un très très long livre. David Webb, ancien agent secret connu sous le nom de Jason Bourne, vit désormais retiré au Canada avec sa femme, Marie et leurs enfants. Sa tranquillité est brisée lorsque son ennemi juré, Carlos le Chacal, l'assassin légendaire qu'il a affronté par le passé, parenthèse, dans le premier livre dans le fond, là, puis on l'a juste mentionné brièvement dans le deuxième livre, fermeture de la parenthèse, qu'il a affronté dans le passé, il refait surface. Vieilli, mais toujours dangereux, Carlos prépare un dernier coup pour éliminer Bourne et régler une vieille dette. Des assassinats ciblés commis par les alliés de Carlos en Europe et en Amérique du Sud inquiètent la CIA. Alex Conklin, ami et ancien supérieur de Bourne, informe Webb que le Chacal a lancé une chasse personnelle contre lui et qu'il faut agir avant que Marie et ses enfants ne soient pris pour cible. Malgré ses réticences, Webb reprend son identité de Bourne. Le réseau du Chacal est vaste et protégé, mais un élément clé attire l'attention. Une ancienne opération clandestine, Medusa, dont Bourne faisait partie avant de devenir ce qu'il est plutôt. Cette organisation réactivée par certains éléments corrompus sert de couverture pour tendre un piège à Carlos. Bourne parcourt plusieurs pays, des États-Unis à la France, puis en Amérique du Sud, pour infiltrer le cercle du Chacal, déjouer les agents envoyés contre lui et protéger sa famille. Aidé par Conklin et du docteur Mopanov, Bourne et Marie multiplient les manœuvres pour forcer Carlos à se découvrir. La traque culmine dans un face-à-face dans le repère du Chacal où les deux hommes se livrent à un combat, à un duel final. Carlos, trop vieux et affaibli pour rivaliser, est vaincu, mettant un terme définitif à la rivalité commencée dans The Bourne Identity. Webb peut enfin abandonner pour de bon l'ombre de Jason Bourne et retrouver une vie normale avec sa famille. Fait que le livre... Je rappelle un peu mes pensées de la semaine passée sur The Bourne Supremacy, qui est probablement un de mes meilleurs livres. Ben là, c'est ça. C'est peut-être un peu le problème un peu de suivre ce que j'appelle peut-être un de mes meilleurs livres, c'est de poursuivre ça par la suite. C'est des livres qui sont très longs. C'est dans le fond, en version audio, là, c'est des livres de 30 heures. C'est vraiment beaucoup de stock, beaucoup de revirements d'histoire, puis beaucoup d'univers où ce qu'on approfondit. Quelque chose qui avait quand même été bien fait là, dans le Supremacy, c'est pas pour rien que j'adore ce livre-là, c'est tout un peu l'étude du personnage de Bourne, des affaires de même. Chose qui se différencie pas mal. Qu'est-ce qu'on fait par la suite de ça? Quelque chose qu'on a beaucoup élaboré dans Supremacy, même Identity. Dans celui-là, le problème dans tout ça, c'est... puis je le dis tout de suite, là, le livre en tant que tel, là, c'est le pire de la trilogie. Là. J'ai vraiment de la misère à le finir. Je l'ai fini, là, puis j'ai même embarqué là, dans Legacy, là, c'est ce que je vais parler là, la semaine prochaine. Mais le film, là, ou le livre plutôt là, de Ultimatum, il se perd beaucoup là, dans toutes ces conspirations puis tout. Qu'est-ce que le Chacal essaie de faire pour contrer Bourne? Bourne devient pas mal un personnage où ce que j'aime plus sur la page. Pendant un moment, il est rendu trop arrogant. Il est toujours en train de traiter le Chacal, là, ou Carlos, de merde dans sa tête. Puis, tu sais, après un bout, ça devient tellement redondant. C'est juste, quelque part, juste esquiver tout le temps là, les attaques du Chacal. Le Chacal va envoyer tout du monde pour s'infiltrer alentour. Dans le fond, dans le synopsis, je parle pas. Il y a le frère de Marie aussi qui se mêle à ça. Là-dedans, où que ce personnage-là est rajouté. Mais il y a beaucoup de personnages qui sont rajoutés pour tout rajouter là, de la confusion. Puis, je trouve que c'est beaucoup de padding. Il était rendu à peu près à 20 heures d'écoute. Puis, je regardais là, mon application là, de Audible
Et je me dis, il reste encore 10 heures, puis j'étais à peu près découragé. Là. J'ai pris des pauses au travers de ça. J'ai eu vraiment de la misère là, à terminer le livre. Là. Je l'ai terminé éventuellement, mais ça a été vraiment là, une corvée, terminer le livre. Là. C'est vraiment quelque chose là, que je trouve que l'auteur ne savait plus quoi faire. Et on dirait qu'il voulait garder là, le même nombre de pages. Mais vraiment, là, à quelque part, là, tout le momentum là, était passé. Il y avait une histoire à dire là, dans Bourne Identity. Il a trouvé quelque chose à dire là, dans Supremacy. Et ça semble être vraiment une job contractuelle de faire un 3e livre. Mais tu sais, l'auteur, c'est sa seule continuité qu'il a fait. Là. Fait que ça se sent pourquoi que je pense qu'il n'a pas fait d'autres choses. Quelque part, il était plus capable d'aller chercher quelque chose là, à donner à cet univers-là. Pourquoi qu'il n'y a plus de suite à partir de là, de cet auteur-là. Ça va être un autre auteur qui va continuer après le décès là, de M. Ludlum. Mais dans toute l'histoire, il y a beaucoup de confusion dans les personnages, de tout. Il rajoute beaucoup de conspiration, mais c'est ça. Après un bout, là, on se perd dans tout ça. Puis honnêtement, là, c'est vraiment un rouge total. Je ne penserais plus le relire. Là. C'est la version de Supremacy. C'est très long. Là. C'est sûr que c'est un investissement là, pouvoir écouter les livres, mais il y a des livres qui sont très longs. Là. Le livre de Christine, je l'ai écouté souvent. C'est quand même un livre d'une 20aine d'heures que j'ai bien aimé. Puis je l'ai écouté. Là, c'est probablement le livre peut-être que j'ai écouté le plus souvent. Et puis que j'ai lu aussi là, en physique. Mais celui-là, là, c'est très peu probable que je me mette à le réécouter un jour. Là. C'est vraiment trop long. Et c'est certain que je le prends plus en page. Ça, c'est certain. Là, ça va probablement arriver pour les 2 premiers livres. Celui-là, c'est clair que non. C'est vraiment une corvée. Puis il n'y a plus rien à dire avec ces personnages. Il rajoute un frère qui vient de nulle part. Là, vraiment dans la version livre. Dans la version film, c'est quelque chose d'autre. On a eu le personnage de The Eamon qui était dans le premier film, qui était peut-être son frère, demi-frère, quelque chose de même. Mais qu'on n'a jamais entendu parler de carrément dans le livre. Là, puis là, lui apparaît là, comme dans une boîte à surprise. Là, ça n'a aucun rapport. Et c'est tout ça. Fait que tout même le chacal, quelque part, tout son personnage qui est comme mourant tout le long du livre. Puis, est-ce qu'il est vraiment mourant? Je pensais qu'il y avait peut-être à avoir un punch là-dedans. Là. Je rappelle quand même là, que j'ai lu le livre quelque chose comme en 2010. Là, avant 2010, là, je dirais peut-être 2010. Dans le coin du film, probablement, 2007-2008. Et qui m'avait pas vraiment impressionné. Là, puis vraiment, c'est ça. En la réécoutant la version audio, et je suis pas impressionné du tout. Là. Puis ça m'a juste confirmé là, un peu mes pensées sur le livre. Fait que le livre, là, vraiment là, un rouge très très solide. J'ai vu le film en 2007 au cinéma à l'époque. Je l'ai revu quelques fois par la suite. Là, dans le fond, le même nombre rétroactif là, de qu'est-ce que le temps. Là, c'est sûr que j'ai vu Supremacy quelques fois de plus rapport que il est sorti avant. Mais puis pareil pour Identity. Mais sinon, c'est vraiment là, le même nombre de fois là, par la suite, une fois qu'il est sorti. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'est pareil comme les 3 autres films là, que j'ai parlé dans la rétrospective. Puis c'est ça. Puis la dernière fois, là, c'était avant là, le film là, de Jason Bourne là, qui va clore carrément là, toute la rétrospective. Fait que le film commence, puis ça c'est quelque chose que j'ai mieux compris cette fois-ci en écoutant le film. De quand est-ce que le film commence vraiment là. C'est comme c'était clair un peu. C'était clair. Je pense que c'est vraiment important de quasiment avoir vraiment étudié le film de la semaine passée. Je vais juste mettre ça de même là, dans le fond là, pour vous c'est la semaine passée, mais moi ça fait un petit peu plus qu'un mois là, que j'ai enregistré là, pour Supremacy là. Ça a été vraiment long pour faire le film pour lire le livre là, de Ultimatum, comme je l'ai dit, il a fallu que je fasse une pause au travers de ça. C'est très très long comme
comme livre. Et là, vous allez retourner en arrière, puis vous allez dire que dans la trilogie des Seigneurs des Anneaux, j'en lisais un par semaine, oui, mais j'avais plus là, de temps, là, la manière là, que mon horaire était fait, là, j'étais capable là, de plus écouter les livres, puis le plaisir était plus là dans le Seigneur des Anneaux que dans le Bourne Ultimatum, là, je vous dirais bien, là, pas que j'aime pas les livres du tout, là, mais puis je me vois plus réécouter là, les deux premiers Bourne que les Lord of the Rings, là. Mais bon, ça va peut-être se faire pour toutes les 5 au complet, là, mais c'était juste pour mettre ça une parenthèse, là, que il y a peut-être des affaires que j'ai dit la semaine passée, puis je suis pas trop certain de ce que j'ai dit là, dans l'enregistrement d'aujourd'hui, là. Fait que je veux juste mettre ça clair, là. C'est pas aussi frais dans ma tête que peut-être là, dans vos oreilles. Fait que c'est ça. Le film, dans le fond, la manière qui commence, il est carrément là, avant la finale, mais après le film. Là, c'est comme dans le fond, là, la scène carrément là, où ce qui se passe en New York. Elle s'est pas produite. On va comprendre là, carrément là, au milieu du film que cette scène-là se produit, là, la scène là, où qui va être refait là, pour le film d'aujourd'hui. Mais on est avant que Bourne va voir la fille du politicien là, qui a été tué. Fait que c'est tout un peu mêlant. Pendant des années, je me suis dit, ils ont fermé, là, ils ont carrément réécrit la fin du film, là, mis à part pour la scène à New York, là, je pensais que dans le fond, là, tout Kirill, dans le fond, là, le personnage là, joué par Karl Urban, on l'avait détruit carrément. Là. Mais non, dans le fond, on est après cette poursuite-là. Puis moi, je pensais que là, c'est dans le fond, en prenant en note des endroits où on visite pendant le Bourne Supremacy, qu'on termine en Russie et que non, on n'est pas... je me rappelle plus où on était, là, à Naples, là, ou quelque chose de même, là, ou à Munich, plutôt où on avait une poursuite là, avec un bateau. Là, puis, en tout cas, je pensais que c'était comme on réinventait cette poursuite-là au début là, du film. Là. Fait que c'est une confusion, mais que je trouvais déjà plate un peu. Je me suis dit, pourquoi qu'on refait comme toute la fin quelque part? Mais tu sais, dans le fond, c'est juste après. Là. Si maintenant on ferait un ultimate cut là, de toute la trilogie, on ferait le premier film, le deuxième film, mais après ça, une fois que Bourne va arrêter Kirill, là, parce que même s'ils disent dans le film aujourd'hui qu'ils l'ont tué, tu sais, comme je parlais la semaine passée, je suis pas sûr qu'il l'a vraiment tué. Là, je pense que juste pour faciliter les choses, là, on a dit qu'on a tué Kirill. Mais sinon, je pense que Kirill n'est pas mort. Là. Mais tout de suite après ça, on aurait le début du film aujourd'hui, puis après ça, on aurait la première fin de Supremacy où ce qui va voir la fille des politiciens, puis après ça on aurait le film d'aujourd'hui, puis après ça on aurait la finale là, vraiment toute la partie à New York là, est refaite aujourd'hui là. Fait que tu sais il y aurait un peu d'intercoupage entre les deux films là, pour arriver à ça. Puis ça va devenir un problème. C'est pareil. C'est dans les deux versions là, de mes pensées envers le film, là, je le dis tout de suite. Le film va comme un peu essayer de se rattraper tout le long du film. C'est à quelque part, est-ce que le film là, doit être juste un épilogue ou pas? Qu'est-ce qu'on fait vraiment là, dans les deux premiers tiers du film? Là? Ça va être ça là, qui va être plus un peu là, mon questionnement. Puis même dans les deux écoutes, là, pas deux écoutes, mais deux versions de pensée, là, en tout cas. Là, on va se ramasser à 6 semaines plus tard. Là, vraiment, le deuxième film a été pas mal tout fait, là, mis à part toujours la partie là, de New York qui n'est pas là. On a un rappel là, sur l'entretien de Bourne et de Abbott que lui, là, il va parler de Treadstone, tout ça, puis après ça, il va savoir enlever la vie. Puis en tout cas, dans le fond, juste pour nous replacer un peu avec les personnages. Le personnage de Pam Landy, toujours joué par Joan Allen. Puis là, dans le fond, tous ces remplaçants. Tu sais, dans le fond, ce film-là va aller rechercher des personnages ou créer des personnages pour des personnages que Supremacy a tués. Dans le fond, le personnage là, de Abbott, qui était joué là, par Brian Cox. On avait aussi le personnage de Conklin qui il était transformé un peu en meilleur personnage là, par la suite. Là, en tout cas, on dirait qu'il s'en rappelait là, qu'il était pas si pire que ça, là, genre
dans Supremacy. Ce personnage-là, son nom m'échappe là, rapidement de même, mais c'est plus que lui, on l'a tué à la fin du premier film. Là. Mais tu sais, j'ai parlé là, de. Tu sais, là, vous êtes peut-être juste en train de vous dire, ouais, il me semble que j'en ai parlé là, il y a quelques minutes. Là, ce personnage-là, il vit là, dans le livre, là, mais c'est ça, fait que on l'a tué ce personnage-là, fait que là, on va remplacer ces deux personnages-là, puis on va avoir sensiblement un peu la même genre d'histoire qu'on avait entre Conklin et le personnage là, de Abbott dans, pas mal là, dans Bourne Identity, mais on les a remplacés là, par le personnage de Kramer puis le personnage de Vaughn. Puis c'est ça un peu, ça semble être plus des remplaçants. C'est ça qui va un peu me tanner là, pendant tout le film. Puis on va comme refaire un peu les deux premiers films, puis juste comme un greatest hits pour finalement arriver avec une finale là, dans le dernier acte où ce que là, dans le fond on devient là, comme qu'est-ce que le troisième film aurait dû être, pas mal tout le film, mais que on a juste comme un peu The Bourne Ride, mettons, là, pendant deux actes, puis après ça, ben, on a une histoire qui continue, qui donne un peu une suite, là. Mais bon, en tout cas, je veux pas juste dire là, qu'on va avoir de la boîte là, pendant deux tiers du film. Là, on va avoir une filmographie, là, en tout cas, la manière que c'est filmé, là, je veux dire, tout est bien fait. On a un journaliste, dans le fond, là, le personnage là, de Simon Ross, que lui a écrit un article sur Jason Bourne. Puis dans le fond, il y a un informateur que là, dans le fond, comme par hasard, ben Bourne va lire cet article-là, puis dans le fond, il va se demander là, où est-ce qu'il y a eu ses sources. Je commence tout de suite là, par le début, dans le fond, là, de Bourne, qui est toujours joué là, par Matt Damon, qui, comme j'ai dit tantôt, là, le réalisateur voulait revenir, fait que lui, il a décidé qu'il revenait aussi. Le personnage de Bourne, dans le fond, il est pas mal similaire à comment qu'on l'a laissé là, la semaine dernière. Il y a toujours un peu là, des flashbacks là, du personnage là, de Mary Croutz qui avait été tué là, dans le deuxième film, mais non dans le deuxième livre. Là, elle est toujours vivante là, dans les livres. Mais tu sais, tout ce qu'on a dit à la fin du film, du deuxième film, que dans le fond son vrai nom c'était David Webb, ben dans le fond on n'est pas il n'y a pas cette partie-là, il sait pas, il pense toujours qu'il est Jason Bourne. Fait que j'ai comme toujours l'impression, pareil, qu'on est en rattrapage, parce que nous autres on sait cette information-là, puis c'est pas parce que j'ai lu le livre, c'est juste parce qu'on nous l'a dit à la fin du deuxième livre, du deuxième film. Fait que on est comme en rattrapage, puis quand est-ce qu'on va arriver avec l'information que lui, il est son vrai nom, puis c'est-tu vraiment juste qu'est-ce qu'on va lui donner dans le film aujourd'hui, là? C'est, en tout cas, ça va être, je le dis tout de suite un petit peu, là, je trouve que c'est une déception en bout de ligne, là. Ils vont lui donner plus, mais peut-être pas assez, là. Mais dans tout ça, c'est ça. Lui, fait que au début, ben, c'est ça, on a vu là, qu'il veut juste montrer là, dans le pré-générique, dans le fond, là, où on aura fait un peu la suite là, du personnage de Kirill, là, dans le fond, là, qu'après ça, il va se soigner dans une salle de bain, puis qu'en bout de ligne, là, qu'il y a deux policiers qui vont essayer là, de l'arrêter, puis finalement, ben, il va pas les tuer, tout ça. Dans le fond, ils mettent juste ils veulent le replacer quand même en bon gars. Puis dans tout le film, là, si je me trompe pas, là, il y a juste un personnage qui va tuer, puis par nécessité vraiment, puis tous les autres personnages, il va prendre soin de les assommer. Il y aura vraiment pas de coup létal sur aucun personnage, puis je pense que c'est quelque chose là, qu'il voulait placer tout de suite en partant. Que dans le fond, c'est un personnage qui peut être très mortel, mais que d'un côté, ben, c'est probablement un peu à la suite là, du personnage là, de Mary Kurtz qui est morte. Puis, dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont essayé d'embarquer avec elle? Puis, ils ont joué ça un petit peu là, dans le deuxième film. Ça a l'air que quelque part, je n'ai probablement parlé là, dans le dernier podcast, mais que, on peut regretter là, d'avoir tué ce personnage-là. Puis, il était un peu en train de contourner là, le fait qu'ils l'ont tué. Ben, trouver une manière là, qu'elle a toujours un peu d'impact là, dans l'histoire. Puis en tout cas, je vais revenir à ça là, un petit peu plus tard là, à ce personnage-là, puis qu'est-ce qu'on a essayé de faire là. Mais
c'est ça. Fait que dans tout ça, ben il est comme par hasard là, en train de lire un article là, qu'un journaliste fait un article sur lui. Puis dans le fond, lui il va essayer de rentrer en communication avec ce journaliste-là, le personnage de Simon Ross. Puis tout de suite, on va tomber là, dans une poursuite tout de suite. Là. Parce qu'en même temps, la CIA, elle aussi, elle a son œil sur le même journaliste. Puis là, essayer de savoir c'est qui son informateur aussi pour commencer à sortir là, des informations de même. Fait que tout le monde se ramasse tout de suite là, sur l'entour du personnage de Ross. Puis en train là, on va se ramasser là, à une gare une station de train de Waterloo. Ça fait très qu'est-ce qu'on a vu dans le fond dans les 2 derniers films de Bourne. Je dis toujours les 2 derniers là, pour vraiment parler là, de qu'est-ce qu'on a parlé là, dans le film de 88. On a quelque chose de totalement différent. Toujours deuxième film, ça veut dire les 2 derniers films là, ou peu importe là, dans cette franchise-là. Je mets toujours à part là, qu'est-ce que j'ai parlé là, dans les 2. Ben, le film de 88, là, puis son je sais pas, son remake, là, en tout cas, l'affaire qu'il y a eu, là, le faux, la fausse adaptation là, que j'ai parlé quand même là, dans ce podcast-là. Là. Mais c'est juste pour simplifier le langage, dans le fond. Puis, c'est ça. Fait que toute cette poursuite-là, dans le fond, là, c'est très bon. Puis, c'est très long. Je veux dire, le film est fait pratiquement là, de 3 poursuites. Puis, vraiment, on va comme les étirer. Là. C'est très bon. Les poursuites, là, j'ai absolument rien à dire. Là. Ce film-là va avoir là, une récompense aux Oscars là, pour son édition, de comment il y a son montage, tout ça. Puis, honnêtement, oui, le film est facile à suivre côté visuel, mais le film va devenir... c'est comme il y a 3 poursuites tout le long. Là. C'est juste avoir un personnage, puis dans le fond, il y a une cible, puis en bout de ligne, se rendre à sa cible-là, ou protéger une cible, ou quelque chose de même. Là, peu importe là, la raison de la poursuite, mais c'est ça. Ça fait qu'est-ce qu'on a vu là, dans les derniers films. Là. Puis, je veux dire, le montage il est vraiment bon. Là. Puis, tu sais, pour embarquer dans une histoire de Bourne, il n'y a rien de mieux que, dans le fond, avoir toute une poursuite, mais en plein, carrément là, en plein métro, où il y a plein de monde alentour, puis en bout de ligne, c'est une poursuite, mais genre, en guillemets, une poursuite subtile, où ce qu'on est juste en train là, tu sais, c'est pas juste... plus tard, on va avoir plus des poursuites élaborées, où ce qu'on est en train là, de sauter de toit en toit, puis des affaires de même. Là, c'est vraiment juste un peu, là, on joue avec des caméras, puis des affaires de même, puis en tout cas, j'aime bien là, cette partie-là. Éventuellement, au travers de tout ça, c'est là où on a vraiment tous les personnages là, qui sont introduits là-dedans. Là, le personnage là, de Kramer, que lui, c'est plus un haut dirigeant là, dans la CIA, qui est joué là, par Scott Glenn. J'ai parlé là, dans Le Silence des agneaux. Dans le fond, on remplace... lui, il va peut-être remplacer le personnage de Brian Cox... Qui était comme un haut dirigeant de la CIA là, dans le premier Identity, puis qui dans le fond était plus important là, dans le deuxième film. Puis on a le personnage de Noah Vaughan qui est joué là, par David Strathairn, ou Strathairn, en tout cas j'ai la misère à dire son nom. Là, je n'ai parlé là, dans Godzilla et Godzilla 2, là, la version américaine, avec Christophe. Mais lui, dans le fond, honnêtement, j'ai rien à dire avec le casting. Là. Le casting est excellent, là, à part peut-être un là, qui va arriver un peu plus loin. Là. Le casting est excellent. Je veux dire, on remplace bien ces personnages-là là, de Brian Cox et Chris Cooper, là, le nom que j'avais oublié tantôt là, pour le personnage de Conklin, sont bien remplacés. Dans le fond, ils ont des équivalents. Mais dans le fond, qui remplaçait Cooper, c'était le personnage là, de Joan Allen là, ou Pamela Landy. Qu'elle était excellente et toujours excellente dans le film aujourd'hui, mais j'ai comme toujours un peu l'impression que c'est juste qu'on a des équivalents parce qu'on les a tués, fait qu'on trouve un équivalent, puis mais tu sais, on trouve des bons remplaçants. Tu sais, je veux dire, supérieur, non, égal, oui. Je vais mettre ça là-dessus. C'est pas supérieur. C'est-tu un problème?
Ben, c'est ça, je me demande un peu. C'est-tu un problème parce que quelque part, on est juste en train de remettre la même saveur par-dessus, là. C'est un peu la même affaire. Il y a comme un agenda caché. Là, on a créé là, le Blackbriar. On avait parlé de Blackbriar. Ça sonne mal, me semble, un petit peu. Là, ça sonne comme une patate chaude dans la bouche. À la fin du premier film, là, je me disais justement, je pense que j'ai fini mon premier podcast dans la trilogie, là, que Blackbriar me disait quelque chose, puis finalement, c'est à cause du film aujourd'hui. Là, je pensais que ça avait rapport avec les livres, mais bon, finalement, c'était avec le film d'aujourd'hui. C'est un des deux seuls éléments que j'ai vu qui était pris du livre. Ça, en bout de ligne, c'est comme j'ai parlé tantôt. On a l'organisation Medusa qui est comme recréée, là, qui dans le fond, que c'est une organisation pré-Treadstone dans le livre que David Webb faisait partie. Dans le fond, que c'était un commando d'élite qui faisait partie là, de cette organisation-là, mais cette organisation-là est réinventée dans le livre. Pareil que Treadstone dans le film d'aujourd'hui est réinventé en Blackbriar. Ça, c'est un des deux éléments, dans le fond. Là. Puis, dans le fond, là, c'est vraiment, il faut commencer à chercher là, pour se dire, hey, ça vient du livre. Là. Ben, ça vient-tu vraiment du livre là, ou c'est inspiré, là, mais en bout de ligne, ça n'a même pas la même raison. C'est juste qu'en bout de ligne, Treadstone, ça devient Blackbriar, puis après ça, Blackbriar va devenir autre chose si, mettons, ce programme-là termine, là, tout ça. En tout cas, c'est juste un autre nom, mais bon, on a la même idée là, qu'on nous martèle aussi là, dans le livre. Puis aussi, éventuellement, Bourne va se ramasser là, chez le frère de Marie pour lui dire qu'elle est décédée. Là. C'est comme une scène que je sais pas pourquoi qu'on l'a gardée, cette scène-là, dans le film. Elle n'a aucun rapport, à part peut-être pour dire justement qu'elle a un frère qui sort de nulle part. On avait le personnage de Eamon là, dans le premier film, là, mais que je pense qu'il s'était dit comme genre le demi-frère, quelque chose de même. Là. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire passer. Mais lui dans le film aujourd'hui s'appelle Martin. Est-ce qu'on a juste comme je sais pas exactement là, pourquoi là, en bout de ligne, là, pourquoi qu'on a cette scène là. C'est comme peut-être pour replacer un peu le sens là, le personnage là, de Mary Curb qui est tué. En tout cas, on essaie de la ramener d'une manière de je sais pas. Je sais vraiment pas. Honnêtement, j'arrive pourquoi est-ce qu'on s'attarde là-dessus. Pour peut-être un peu y donner une motivation, peut-être. Pourquoi qu'il tue pas, puis genre dire que parce que elle l'a envoyé là, pour avoir comme un peu une paix sur lui-même, là, mais dans le fond il était comme en quête de vengeance là, dans le deuxième film là. Fait que je sais pas. Honnêtement, j'ai aucune idée là. Puis c'est ça, il va dire, c'est dans cette scène là où il va dire que le personnage de Kirill il l'a tué. Bon, il l'a tué, il l'a pas tué vraiment là, en bout de ligne, il l'a laissé. Puis on va avoir un peu un parallèle. Je vais en reparler un peu plus tard là, dans le film aujourd'hui là. Le personnage de Kirill, c'est la même affaire qui se passe avec le personnage de Paz là, qui va être introduit pas mal là, dans la scène de métro. Dans le fond, le personnage de Paz qui est joué là, par Edgar Ramirez, qui est un autre assassin là, par Blackbriar. En bout de ligne, là, lui est activé, puis dans le fond, là, il est là pour assassiner le personnage là, de... c'est ça un peu. Lui, dans le fond, il va y couper comme le sifflet pour qu'il, dans le fond, qu'il arrête d'écrire ses articles. Mais ces articles, je pense qu'ils sont écrits là, en bout de ligne. Il ne peut pas empêcher ça. Pourquoi le tuer en bout de ligne? Peut-être savoir c'est qui son informateur avant, là, au lieu de le tuer. Là. Je pense que ça aurait été la meilleure affaire à faire. Mais bon, en bout de ligne, on veut nous mettre en place là, le personnage là, de Paz, là, lui joué par Edgar Ramirez, que j'ai peut-être vu là, dans d'autres choses, là, mais c'est vraiment juste un peu drôle là, que ce personnage-là, ou cet acteur-là plutôt, a joué un personnage dans un film là, en 2010, puis qui fait le personnage là, du chacal là, dans le fond, parce que comme j'ai parlé là, je pense là, dans Bourne Identity, probablement celle de 88, que c'est dans le fond le personnage là, de Carlos est basé sur un vrai personnage ou une vraie personne, un vrai assassin qui dans le fond que c'est sur lui va faire ce personnage là, dans
un film de 2010, je n'ai pas noté le film, là, mais c'est juste drôle quand même, un peu comme coïncidence, qui va faire un peu le Carlos dans le film aujourd'hui. C'est un peu ça, là, mais on va avoir un personnage de Dash un peu qui va arriver plus tard aussi. Tu as un assassin pour un autre assassin. Là, honnêtement, Paz remplace Karl Urban dans le dernier film. Moi, c'est comme ça que je vois ça en bout de ligne, parce que ça pas mal un peu le déroulement. La même affaire un peu, il est là pour tuer un personnage, va tuer le personnage de Simon Ross au début du film, puis dans le fond, Bourne va être tout seul tout le long du film. C'est pas que Simon Ross aurait resté tout le long du film avec lui. Là. On avait Die Hard 4 la même année là, qui est sorti, où on avait John McClane qui se ramassait avec, je pense que c'était son garçon là, dans le film, puis un duo, puis est-ce qu'on aurait pu penser qu'on aurait pu avoir un duo dans le film aujourd'hui? C'est une possibilité aussi, là, je me rappelle pas quel qui est sorti avant ou après, là, mais de toute façon, Die Hard 4, je pense que je l'ai vu en DVD une fois qu'il est sorti, là, j'ai pas vu au cinéma. Là. C'était pas une très bonne année, honnêtement, là, pour le cinéma. Là. Hannibal Rising aussi, que j'ai parlé au podcast, Spider-Man 3, que j'ai pas encore parlé, là, je vais en parler plus tard là, cette année. Mais mal reçu, mais ça veut pas dire que je le déteste en tant que tel. Là. Éventuellement, on va en parler, puis vous allez avoir mes pensées claires dessus. Mais c'est ça, tu sais, est-ce qu'on peut-être on a essayé de remplacer Mariko, de savoir un personnage là, qui allait s'allier avec notre personnage principal. Mais tu sais, on coupe ça assez clair, assez court après toute une poursuite, tout ça. Tu sais, dans le fond, on joue un peu là, tout avec de jouer avec le personnage là, de Ross, où ce que lui a son téléphone, puis là, tu sais, dans le fond, toute la manipulation quelque part, où ce que Bourne va passer à côté de lui, il va lui laisser un téléphone dans sa poche, puis dans le fond, juste pour qu'il puisse avoir une connexion directe, mais la CIA est en train de la regarder. Puis là, ils se disent, bon, là, il y a un autre informateur sur place, tout ça. Puis finalement, pour vraiment que ça finisse, que la CIA se rend compte que Bourne est peut-être l'informateur de Ross, puis que dans le fond, que la CIA puisse se retourner sur Jason Bourne qui avait perdu la trace. Là. Fait que dans le fond, pour qu'on soit encore un peu avec la CIA qui poursuit Jason Bourne. On en revient avec le premier film, avec l'idée qu'on a eu ici dans le deuxième film, puis dans le fond, tout ce qu'on fait là, depuis deux films, trois films si on inclut le film de 88. Bon, je t'écoute. Daniels est au courant de quoi? C'est quoi l'opération Blackbriar? Tu me le dis maintenant ou je dois appeler Kramer et lui demander? Tu veux Jason Bourne? Sois honnête avec moi. Au début, c'était un programme de surveillance modeste de routine, un truc très simple. Et maintenant? Maintenant, c'est devenu un programme cadre qui chapeaute l'ensemble. Extradition secrète, interrogation expérimentale, intrusion. Tout est dirigé de ce bureau. Le fer de lance des opérations clandestines, Pam. Assassinat? Oui, s'il le faut, bien sûr. C'est ce qui fait notre force. Fini les tracasseries bureaucratiques. Fini d'avoir les méchants dans la mire et de les regarder filer parce qu'on n'a pas reçu la formule exécutoire de Washington. Alors, suite, dans le fond, au décès de Ross, finalement, on essaie de s'informer qui on va aller trouver là, dans ses affaires. Lui, dans le fond, il a laissé un carnet là, à Bourne. Dans le fond, sur lui, sur son cadavre, Bourne va avoir ramassé un carnet de notes. Puis finalement, il va aller faire une recherche sur l'Internet. Puis en tout cas, finalement, ça va lui donner une piste là, pour descendre à Madrid, en Espagne, pour trouver là, le personnage là, de Neil Daniels, qui est un agent là, de la CIA. Puis dans le fond, c'est ça, une fois qu'il voit des photos, il voit que lui, il fait partie des flashbacks là, qui le hantent. Puis c'est ça, dans le fond, lui, Daniels, on ne sait pas exactement pourquoi. Là, en tout cas, j'ai pas réussi à découvrir pourquoi que lui commence à dire ça, là, dans le fond, là, tout qu'est-ce qui se passe avec le passé de Treadstone puis de Jason Bourne. Pourquoi qu'il a décidé de sortir cette histoire-là? Quelque part, c'est un manque dans l'histoire. Peut-être que ça a été coupé au montage, je sais pas, là, mais puis en même temps, la CIA, eux autres, c'est un peu la même affaire. Ils vont refouiller là, dans le passé, là, les appels téléphoniques, je pense, de Ross, puis finalement tomber là, avec des appels en Espagne, au Madrid, puis trouver là, c'est qui, là, 3 personnes de la CIA. Il y a 3 candidats là, de personnes de la CIA qui sont sur place, puis finalement,
ils vont déduire là, que c'est Daniels. Fait qu'eux autres vont envoyer deux personnages, deux agents, là, dans le fond, l'agent Hammond et l'agent là, Kylie. L'agent Kylie, là, qui est joué là, par Scott Adkins, qui est un de ses premiers rôles, dans le fond. Là, en tout cas, c'est juste le fun de voir cet acteur-là. Là. Je n'ai parlé quelques fois là, au podcast, là, mais en tout cas, probablement éventuellement je vais en reparler là, dans quelques autres plusieurs affaires là. Mais c'est ça, fait que encore une fois là, Bourne, on a des petites poursuites, petites poursuites ou des petits moments de suspense où ce que en bout de ligne les agents sont là, puis Bourne est en train de fouiller dans l'appartement, puis en bout de ligne les deux agents rentrent. Bourne va devoir là, se battre contre eux autres, mais des fois c'est ça que je pense de Bourne en bout de ligne, c'est comme un peu là, juste en train là, de trouver de l'information, puis juste un peu des petites scènes de rapide, puis c'est ça que j'aime dans l'univers de Bourne. Mais ce que j'aime pas dans l'univers de Bourne, c'est le personnage de Nikki qui se repointe aujourd'hui, là, le joué là, par Julia Stiles. Puis là, dans le fond, là, en lisant sur le film, comme j'ai mentionné tantôt, l'écrivain du film, le Tony Gilroy, lui, il a écrit un brouillon pour l'histoire, puis finalement, on a trouvé un autre écrivain là, pour réécrire l'histoire, puis en tout cas, tout pas lire tout au complet. Ça vient pas de Gilroy, puis c'est probablement là, l'affaire qui va me travailler vraiment du mauvais sens dans tout le film. Le personnage de Nikki, vraiment forcé dans l'histoire aujourd'hui. Je comprends qu'on veut ramener Julia Stiles, peut-être. Honnêtement, je sais pas pourquoi. Là, en booting, ok, bon, c'est beau, c'est le Star Power, quelque chose de même. J'ai aucune idée. Puis après ça, puis en tout cas, je pense que je déteste cette actrice-là. En tout cas, dans ce film-là aujourd'hui, j'aime pas sa performance. Je la trouve morte, je veux dire, elle a pas d'émotion. Je comprends qu'elle essaie, là, je veux dire, elle face à peut-être se faire fusiller la face par Bourne. Ça, je peux comprendre, mais par la suite, là, il y a un bout où il essaie d'insinuer qu'ils ont eu un passé ensemble. Ok, bon, mettons qu'on en retrouve un peu. Bon, ok, l'actrice, ok, est née en 81, elle avait quelque chose comme peut-être 25 ans là, quand elle a filmé le film aujourd'hui. Je suis pas en train de dire qu'il y a des affaires inappropriées, là. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais sauf que c'est quoi un peu le lien qui se sont fait là. Mettons, le film, ils vont nous dire que ça fait 3 ans de Bourne Identity, puis en tout cas, fait que peut-être qu'on est en 2005 aussi là. Mais tu sais, Matt Damon est plus vieux, il y a quelque chose comme 11-12 ans plus vieux qu'elle là. Fait que ça le fait peut-être début trentaine. Ok, il n'y a rien d'inapproprié, ça c'est correct là. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais logiquement, dans toute l'histoire, c'est quand est-ce que ces choses-là se sont produites? Peut-être 3-4 ans avant, c'est une possibilité, là, quand elle avait genre quelque chose comme 18 ans, quelque chose de même. Je sais pas. Je sais pas quoi dire tout à fait. Mais je trouve que ça n'a comme pas rapport dans l'histoire. Là. C'est toute l'équipe à Conklin dans le premier film que ça se peut qu'il s'est passé quelque chose. C'est une possibilité, mais je trouve que on n'a jamais eu vraiment cette idée-là qu'il pouvait savoir passer quelque chose. C'est comme vraiment les deux se regardaient comme si vraiment ils se connaissaient pas, les affaires de même. Puis là, ça vient de nulle part. Ça vient vraiment du champ gauche. Puis en bout de ligne, je déteste sa performance. Honnêtement, plus vite elle peut partir du film, plus vite je vais être content. Qu'elle se fasse assassiner par Daesh un peu plus loin, je veux dire, je serais pas fâché. Faites vraiment comme Bourne Supremacy, vous copiez beaucoup d'affaires de la franchise, t'as tué la don. Je veux dire, pour être sûr qu'elle en revienne pas. Puis oui, je sais qu'elle en revient dans le prochain film là, avec Matt Damon, là, mais bon, c'est à quelque part, est-ce qu'on va élaborer ça, tout ça, là? Ça, je sais pas, mais on va laisser ça là, pour qu'est-ce que je vais parler dans 2 semaines. Parce que j'ai pas vu le film de Jason Bourne depuis le cinéma, là. Mais bon, dans le film d'aujourd'hui, éventuellement, ils vont... je trouve ça quand même pas pire pareil. Côté scénaristique, qu'est-ce qu'on fait là, à ce moment-là? Bourne se demande, mais qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je me demande qu'est-ce qu'elle fait là aussi. Là. En bout de ligne, étais-tu là
pour divulguer toutes les histoires avec Neil Daniels. Elle sait qu'est-ce que Neil Daniels il fait aussi. En bout de ligne, que lui il a fait des transferts à Tanger, des transferts monétaires. Puis c'est pour ça que dans le fond, ces deux personnages-là, puis même la CEO, vont se ramasser à Tanger parce que les autres aussi ont vu les transferts bancaires. Mais le fait là, de l'appel téléphonique, puis après ça, il y a un code à donner, puis que finalement, elle a dit qu'elle est correcte là, avec le code. Là, elle a dit le bon mot qu'elle dit, là, qu'elle est en sécurité. Je trouve ça quand même pas pire. Puis c'est une manière intelligente de nous dire qu'elle est sur le côté à Bourne. Mais je comprends pas pourquoi qu'elle est là. je la comprends pas. Elle était avec Daniels, puis dans le fond, eux autres, ils voulaient sortir ça, mettre ça en évidence là, de ce qui s'est passé à Treadstone. Qui sait qui est vraiment impliqué dans Treadstone pour sortir cette histoire-là en bout de ligne? La personne qui était à la tête de ça, c'est tout sorti en bout de ligne dans les bureaux avec Abbott, tout ça. Bon, c'est pas sorti peut-être en public, mais en bout de ligne, ça met Jason dans la mire encore une fois. Si, mettons, elle avait un intérêt envers lui parce que c'est son ancien amant ou quelque chose de même, je veux dire, tu la remets un peu comme à sa recherche des affaires de même. Parce que là, peut-être que la CIA va se dire, Jason Bourne a trouvé quelqu'un pour commencer à parler. Fait que là, ils vont courir après Simon Ross. Puis après Simon Ross, ça se passe pas de même, là, mais peut-être que la CIA pourrait déduire ça aussi. Puis juste arriver, puis carrément là, à harceler quelqu'un pour rien. Fait que c'est comme tout ça un peu. Puis c'est juste se mettre dans la boîte pour rien. En tout cas, je la comprends pas. Je comprends pas. Peut-être que là, elle a un petit peu un changement là, de conscience. Puis vouloir mettre ça. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi sa motivation. Elle dit, qu'à quelque part, là, elle va arriver là, puis dire que tout a changé. Il y a une fois qu'elle a rencontré Jason Bourne, anciennement David Webb, là, peut-être, là, mais c'est comme. Ça n'a aucun but. C'est comme trop tiré tout comme peut-être que par hasard que ça pourrait arriver à son avantage, mais il y a trop de choses qui pourraient arriver contre elle que ça a du sens. C'est trop un David contre Goliath. Là. C'est vraiment trop. Là. Fait qu'en tout cas, finalement, c'est une manière clairement juste pour la ramener. C'est clair. Il n'y a pas vraiment là, d'autres raisons que ça. Sinon, le plan, là, ça va être de rencontrer là, Neil Daniels à Tanger. Puis là, il faut juste, c'est pas très compliqué à comprendre, là, mais il y a le personnage là, de Desh qui est un autre agent qui va être activé dans le fond là, pour éliminer le personnage là, de Daniels que lui dans le fond Nikki elle va réussir à rentrer en communication avec lui mais ça va faire passer pour la CIA qu'elle va lui dire vraiment c'est un autre cellulaire puis quelque part on va pouvoir suivre ce cellulaire là puis pouvoir trouver Daniels mais c'est ça à quelque part finalement on va enclencher une deuxième poursuite deuxième grosse poursuite où ce que finalement le personnage de Desh va j'aime quand même la mise en scène puis ça m'a repogné par surprise là. Ça fait quand même une couple de fois que je vois le film puis je me rappelais pas de ça en bout de ligne que le personnage de Desh va laisser une bombe à côté d'une voiture. Puis il va comme envisager le personnage de Daniels va va arrêter à côté de la bombe, puis que Desh va avoir juste à faire partir la bombe. C'est ok, en bout de ligne, il y avait juste à attendre, puis voir que Daniels descende, là, c'est ok peut-être. Mais c'est en tout cas je trouve quand même la mise en place est quand même pas pire. Je veux dire ça m'a eu là. En tant que tel je m'attendais pas que ça fasse ça. Je m'attendais à ce que peut-être tout de suite on sorte tout de suite les fusils puis qu'on commence à se fusiller, mais c'est une manière aussi pour que Desh fait comme sonner Bourne pour qu'il pense que Bourne est mort. Que dans le fond, lui, il peut partir de là. Puis là, il est comme réactivé pour aller se rendre pour aller tuer le personnage là, de Nikki. Que la CIA comme rentrait en contact avec lui pour dire retourne, dans le fond, si mettons, de retrouver la source qui ont donné le téléphone, puis
en tuant Nikki, ben aussi, il va trouver Bourne. Fait que, dans le fond, c'est sa prochaine mission. Ça se passe tout un petit peu, là, rapidement, ces affaires-là. En tout cas, c'est ce que il y a un bout là-dedans, j'en ai juste déduit, là. Mais, fait qu'on a toute une poursuite au travers de Tanger où ce que Bourne va se ramasser, il va prendre une moto. En tout cas, il va se ramasser en moto pendant que Dash est en mobilette. Là. En tout cas, j'aime quand même un peu l'idée là, que Dash est en mobilette ou en petit scooter. Puis, tu sais, ça a l'air juste pas menaçant. Mais pourtant, je le sens menaçant. L'acteur là, qui fait Dash, je l'ai couvert indirectement. Là. Je pense pas avoir parlé de lui là, personnellement, là, Joey Anga, qui jouait là, dans Batman Begins, puis dans Mission Impossible Fallout. Là, honnêtement, je pense pas avoir parlé de lui, mais je trouve quand même la présence, je trouve menaçant, puis je trouve qu'ils ont choisi un bon acteur là-dessus. Mieux que probablement que le personnage de Paz. Je sais rien contre Edgar Ramirez, là, mais je trouve que le personnage là, de Dash a pas mal plus une présence, puis c'est ça, je pense que c'est la menace aussi, puis je trouve que quand il l'embarque même sur un scooter, il a de l'air plus menaçant que Bourne avec une plus grosse moto, là. Il n'y a pas un Harley, là, mais en tout cas... Bourne en même temps, ben, c'est comme c'est pas un triangle là, mais c'est comme un poursuit un, l'autre poursuit l'autre, puis pendant que lui est en train de poursuivre l'autre, puis que tu sais, on a la police qui poursuit Bourne, on a Bourne qui poursuit Dash, puis on a Dash qui poursuit Nikki. Bon, ok, je veux dire, y a-tu un sens plausible que Dash réussit vraiment à trouver le personnage de Nikki au travers de tout le monde? Je pense pas, là. Honnêtement, là, c'est comme puis que Bourne réussit à trouver aussi Nikki au travers de ça. C'est comme c'est impossible, là. C'est comme il y a trop de monde, il y a trop de petites ruelles, puis des affaires de même. Mais tu sais, en tout cas, c'est comme toute la poursuite pareil. Puis tu sais, on a comme un bon plan là où ce que Bourne va sauter dans une fenêtre. Tu sais, c'est un plan là assez promotionnel. Là. C'est un très beau plan là où ce que Bourne il va, ben, tu sais, vraiment la caméra est comme à côté de lui. Puis ils vont sauter là, au travers d'une fenêtre. Là. En tout cas, c'est vraiment bien fait. Là. J'adore ce plan-là. Je vais noter, par contre, dans tous les endroits qu'ils ont filmé, tous les endroits extérieurs du film, ils sont vraiment déplacés. Toute la production, c'est vraiment... tu sais, de vraiment avoir tout été aux endroits. Ils ont filmé à genre 6 places dans tout le film. Là, Paris, Tanger, toutes les places, là, c'est vraiment les bons endroits. Il y a des endroits, là, je pense... je sais pas pour les rues là, de Tanger, je suis pas certain, mais comme au métro au tout début là, à la station Waterloo, qu'en bout de ligne il y avait tellement de monde puis ils pouvaient pas arrêter dans le fond là, pouvoir avoir le métro pour eux autres là. Ça a l'air qu'il y a des endroits où il y a vraiment des passants là, qui regardent la caméra, des affaires de même, ils ne pouvaient pas empêcher ça. Aujourd'hui ils arrangeraient ça informatiquement là, mais en tout cas à cette époque là on faisait pas ça encore, ça a l'air. Ou en tout cas, c'est tellement tout est coupé aux 2 secondes que t'as pas le temps vraiment de te rendre compte de quelque chose. Puis j'ai pas mis sur pause chaque plan pour savoir si mettons telle personne a gardé la caméra, là, mais ça a de l'air. En tout cas, c'est un mythe, ça a de l'air. Ou c'est une légende urbaine que ça a de l'air, là, mais l'es-tu vraiment ou pas? J'ai aucune idée. Mais c'est ça. Fait qu'en bout de ligne, la poursuite. Bond a déjà fait ça là, dans The Living Daylights, là, le premier film de Timothy Dalton, où ce que Bond sautait de toit en toit en train de se faire poursuivre par la police du coin. Ça s'est passé là, aux mêmes endroits là, en bout de ligne, là. Mais le plus fun de la poursuite, honnêtement, c'est quand elle termine. Pas parce qu'elle termine, mais c'est le combat avec Dash lui-même, où on a un combat homme à homme. C'est un peu sanglant, c'est très... c'est intime un peu, les deux se battent ensemble. Malaisant un peu, puis même la manière que ça termine, où que Bourne va devoir le tuer. Comme j'ai dit, c'est probablement je pense que c'est le seul meurtre, c'est la seule personne que Bourne va tuer dans tout le film. Mais tu sais, c'est comme... on voit qu'il y a une émotion là-dessus. C'est comme il voulait pas faire ça, mais il a comme dû le faire. T'sais, il a tué quelqu'un, c'est sale.
il y a un poids à cette exécution-là en bout de ligne. S'il n'y avait pas eu à le faire, il l'aurait pas fait, mais en même temps, on en revient un peu à l'idée aussi, puis vers la fin même du film où il va avoir Paz qui va pas le tuer. C'est comme un collègue, même s'il ne travaille pas direct avec lui, c'est comme quelqu'un qui est comme à sa place, qui doit tuer. Puis ça doit l'impacter d'un côté aussi. C'est comme il faut comprendre entre les lignes. Mais dans le fond, c'est ça. En bout de ligne, je vois ça dans la globalité. Par contre, toute cette poursuite-là, c'est comme un peu du padding pour se rendre au troisième acte. Je me rappelle clairement au cinéma, puis tu sais, le film va être vraiment bien regardé là, pour toutes ces séquences d'action puis tout ça. Puis ça, j'enlève pas ça. Le côté action, là, sont vraiment sur la coche, comme on peut dire. Mais je me rappelle carrément au cinéma avoir un genre de soupir mental quand Dash fait exploser là, la voiture. Je suis déjà épuisé un petit peu de toute la longue poursuite dans le métro. Et que là, on s'en rend en ligne pour une autre poursuite là, de quand même une bonne couple de minutes, là, peut-être une dizaine de minutes. Là, je ne l'ai pas timé, là, mais c'est comme je suis épuisé de l'autre poursuite, puis là, on nous embarque une autre poursuite. Puis je me rappelle d'avoir fait un super mental, là, faire comme encore une autre poursuite. C'est comme on peut juste avoir un répit un petit peu, même si c'est pas directement après, là. Mais c'est ça. C'est comme j'ai l'impression, c'est juste qu'on est en train de juste étirer, puis étirer, là, tout simplement pour faire des bonnes poursuites. C'est pas une mauvaise affaire dans ce genre-là, mais c'est juste que peut-être que la poursuite du début aurait dû être plus courte, peut-être, pour que justement il donnait un peu plus de place, puis pour avoir une autre poursuite un peu plus tard. Là. C'est peut-être un peu ça, là. Mais bon, on va faire le bilan à la toute fin, là. Dans tout ça, on va se débarrasser après ça du personnage de Nikki en bout de ligne. L'enquête, là, ils vont fouiller dans les affaires de Daniels pour voir que c'est un agent de la CIA, puis que finalement ça va amener Bourne à se rendre à New York. Mais pour se rendre à New York, il va devoir comme laisser le personnage de Nikki. Elle va prendre le métro, quelque chose de même, elle va partir là, en bus, quelque chose de même. Mais tu sais, il y a beaucoup de parallèles avec le premier film où dans le fond, ils vont s'asseoir les deux à un café, ils vont parler, là, pareil comme Marie et Bourne dans le premier film où dans le fond, il est en train d'expliquer où il était sur son état mental, qu'est-ce qui se passait avec lui. Puis tu sais, c'est très similaire au premier film. Là, on l'a mis dans le soir, lui dans le jour. Puis tu sais, il y a des petites affaires de même. Mais il y a un parallèle là-dessus où aussi Nikki, elle va se teindre les cheveux, pareil comme dans le premier film. Puis tu sais, on essaie d'aller chercher vraiment les tons dans le premier film. Vraiment, tu sais, avoir la même allure. Finalement, c'est ça. Dans le fond, c'est juste pour la cacher. Puis que finalement, elle peut partir là, dans l'anonymat là, pour se cacher par la suite. Mais bon, là, c'était est-ce qu'elle va faire quelque chose? Est-ce que, dans le fond, ils sont en train de développer une relation ensemble ou redévelopper peut-être une relation ensemble? Ça donne un peu l'idée de tout ça, mais en bout de ligne, il embarque sur un bus puis dit, bon, elle part. Puis moi, j'en suis le plus heureux là-dedans. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Pamela Lenny. Il paraît que vous me cherchez toujours. Bourne. Qu'est-ce que vous voulez? Je voulais vous remercier pour l'enregistrement. L'affaire est bouclée. Et je pense qu'on vous doit des excuses. C'est officiel? Non, officieux. Vous savez ce que c'est? Paierai l'origine. Dans 50 secondes. Au revoir. Attendez. David Webb. Date de naissance 4-15-71 à Nixa, Missouri. Venez me voir, on en parlera. Reposez-vous, Pam. Vous avez l'air fatigué. Fait qu'on arrive au bout où comme je l'ai mentionné un peu tantôt, là, où le film il a fini de rattraper la fin du deuxième film. C'est dans le fond, là, on est dans l'histoire. C'est ce qu'on nous dit tout le long du film. Bourne veut savoir qui qu'il est, tout ça. Puis ils nous l'ont dit dans le dernier film. Fait que là, éventuellement, il arrive au bout où on a refilmé la fin du deuxième film. Puis, tu sais, dans le fond, ils mettent plus le ton qu'on avait du premier dans la première version, là, la fin de Supremacy, elle semblait plus
journalier quelque part, puis c'est vraiment un différent ton. Puis là, ben vraiment plus dramatique. En tout cas, j'ai pas fait les deux un comparatif là, un side-by-side, là, mais en tout cas, il y a vraiment comme le ton. Ben, peut-être la musique aussi, puis des affaires de même, là, puis avec tout le monde alentour là, de Vossen, puis tout ce qui passe alentour là, de ça, là, quelque part, là, dans le fond, tout ça est rajouté, là, mais est-ce que sache, il y a juste un plan où ce que Landia va se retourner de bord quand Bourne va dire qu'en bout de ligne, qui va comme signaler là, qu'il est en train de la regarder, là, elle va se retourner, puis qui est comme le dernier plan du film là, de Supremacy, là, avant d'avoir Bourne là, dans les rues, là. C'est le seul plan qu'on a gardé là, de Supremacy, là, puis tout a été refilmé là, par la suite pour le film d'aujourd'hui. Là-dedans, ben c'est ça. Dans le dernier acte, là, Bourne est rendu à New York. Puis elle a donné, là, dans le fond, que David Webb est né le 4... dans le 15 avril 71, le 4... ou en tout cas, c'est parce que c'est la manière en anglais, là. 4-15-71. Puis c'est ça, je me dis, dans le livre original, ben, on parle de Treadstone 71, on parle pas de Treadstone seulement. Fait que, tu sais, on place ça, je sais pas, à quelque part, là, pour le bâtisse, là, au 415, là, de la 71e rue, là, ça, je sais pas pour ça, là. Mais, tu sais, c'est comme dans le film de Supremacy. Ils disent la même affaire, t'sais, ils disent 71. C'est pour ça que je me dis à quelque part, bon, ok, peut-être aussi ils se sont dit, on va essayer de faire quelque chose avec cette partie-là. Là. Peut-être qu'ils se sont laissés un peu une porte de sortie. Là. Je n'ai peut-être parlé, là, même dans le dernier podcast, c'est une possibilité. Puis là, ben, quelque part, ils vont l'exploiter là, dans le film aujourd'hui. Mais le commentaire audio, je n'ai pas parlé ben du commentaire audio, là, mais dans le commentaire audio, lui, il dit, bon, ben avant de commencer à vraiment travailler sur le film aujourd'hui, ben, il s'est dit, ben, ça serait le fun peut-être qu'on essaie d'exploiter ça, cette idée-là, à quelque part. On a laissé le film là, ben, qu'on essaie de trouver une manière là, que ça ait rapport plus là, dans le film aujourd'hui. Fait que c'est comme, bon, on dirait que c'était une porte de sortie quand, je sais pas si c'est Gilroy qui l'a écrit là, pour Supremacy, mais c'est comme quelque chose d'assez évident parce que c'est juste le 71e je trouve bien sa place là. C'est plus ça là. Je trouve que c'est comme un beau hasard puis Matt Damon est né en 70 là. Puis je pense que c'est comme peut-être sa vraie date de naissance là, qu'on va dire là, pour Bourne là, par une fois qu'on va se rendre compte là, qu'on a donné la mauvaise date de naissance là. Fait que je sais pas si c'est ça là, j'ai pas regardé là. Je sais qu'il est né en 70 là, mais pas pour la date exacte, il faudrait vérifier. Mais dans tout ça, j'ai pas vraiment beaucoup parlé pareil là, de qu'est-ce qui se passe dans le côté politique, dans le côté là, de Vossen et de Kramer. Là. Ben, ils ont pas autant. Là, le personnage de Kramer, on voit juste que c'est la haute tête en bout de ligne là, qui dirige la CIA puis qu'il essaie de cacher là, le côté de Blackbriar. Puis dans le fond, c'est son employé de service en bout de ligne, là, c'est Vossen. Puis dans le fond, ils vont jouer au chat à la souris tout le long là, en bout de ligne. Là. C'est pas mal tout le temps les échanges qu'on a eu là, dans Bourne Supremacy avec Brian Cox et Joan Allen en bout de ligne. C'est la même affaire en bout de ligne. C'est pour ça, à quelque part, je me dis c'est le même jeu un peu, mais bon, ok, peut-être que Vossen est un petit peu plus sur le terrain que Brian Cox, peut-être, il y a peut-être un peu de ça, mais en même temps, parce que lui, il va sortir de son bureau une fois qu'ils vont se rendre compte que Bourne est en train d'appeler Madame Landy, elle va sortir, puis là, ils vont la suivre, puis finalement, Bourne, il va faire un peu la même... genre de punch un peu là, qu'est-ce qu'ils ont fait dans Supremacy, qui est la même affaire quand Bourne regarde par la fenêtre puis qui est en train de les appeler puis il dit bon ben tu sais je suis là ou quelque chose de même. Il fait comme signaler qu'il est pas loin là. Puis tu sais la blague là-dedans c'est qu'il va se ramasser dans le bureau de Vossen, il va prendre tous les documents de Vossen puis qu'il le lit à Blackbriar puis dans le fond il va voler ça là, de son coffre.
Puis, tu sais, dans le fond, il va lui dire, bon, ben, tu sais, il va appeler Watson, il va dire, bon, ben, tu sais, vous êtes où? Puis il dit, je suis à mon bureau. Il dit, non, c'est pas vrai, parce que si, mettons, sur ton bureau, on serait en train de se parler en ce moment, là, face à face, tu sais. Puis en bout de ligne, c'est comme un peu un genre de punch très similaire là, à Supremacy, mais, bon, c'est comme un peu un greatest hits. Peut-être là, qu'on peut commencer à regarder ça en bout de ligne où on ramène des affaires, on fait juste comme les recontextualiser dans le film aujourd'hui. Puis là, ben, il va y avoir une poursuite. Puis, tu sais, bon, ok, la poursuite est pas mauvaise, là, la poursuite en voiture. On est peut-être qu'elle était mieux à la fin de Supremacy ou pas, mais tu sais, elle va finir en bout de ligne que Paz va se mêler de ça. Pareil comme que le personnage de Kirill, là, qui était joué par Karl Urban, se mêlait de nulle part là, dans cette poursuite-là, qui venait de carrément là, dans vraiment là, du champ gauche. Puis qui se ramasse en poursuite, puis en bout de ligne, ben, les deux voitures vont comme s'intermêler. Puis le personnage de Paz va finir qui va être dans la même situation que Kirill. Il va être tout ensanglanté, la tête sur le volant. Puis Bourne, il va être en train de le pointer au fusil, puis il va décider de ne pas tirer. Pareil comme qu'il a fait avec Kirill. Pourquoi que Kirill est supposément mort, tout ça. En tout cas, je l'ai dit tantôt. Peut-être qu'il n'est pas mort, mais dans le fond, pour simplifier l'idée, puis pour dire que Karl Urban n'en revient pas. Puis que Paz, ben lui, va survivre à la même chose. Bon, ben, tu sais, pour X raison, peut-être que Kirill, lui, il y a un tuyau qui a passé au travers du corps, peut-être qu'il est vraiment mort. Puis Paz, ben, il y a juste un peu d'éclaboussure du windshield qui a fait ensanglanter sa face. Peut-être c'est juste ça, là, mais tu sais, c'est pas mal la même situation. Le côté narratif, côté film, ils se sont passés exactement la même affaire, puis pour une raison quelconque, Paz est peut-être plus fort que Kirill. Peut-être c'est ça, je sais pas. Mais c'est ça. En tout cas, la poursuite, j'aime quand même la partie du stationnement qui fait que Bourne va embarquer dans une voiture, puis qu'effectivement il va se mettre à reculons, puis qu'il va dans le fond descendre du stationnement carrément avec la voiture qui va à reculons. Mais tu sais, c'est comme on est loin de la Mini Cooper du premier film. Là. C'est comme, je pense que c'était la meilleure poursuite dans toute la franchise à date. La poursuite de voiture en Mini Cooper, elle avait comme un dynamisme dans puis ça faisait un peu James Bond aussi, là, où comme toute la police qui poursuivait, puis avec plus une musique un peu plus moins dramatique. Là. On a toujours la musique là, de John Powell qui est là depuis le premier film, puis qui fait la même affaire que dans les deux films précédents. Trame sonore qui m'impressionne pas plus, qui fait sa job par contre, là, je veux dire, c'est pas qu'elle m'impressionne, tu sais, elle fait sa job, tu sais, puis c'est ça qu'il faut aussi. Mais c'est pas mal comme les deux derniers films. Je veux dire, il y a comme pas de nouveau thème, il n'y a rien. Là, je veux dire, c'est comme c'est la trame sonore de Bourne. Puis je me demande si, mettons, quasiment s'il n'y a pas juste comme recyclé carrément. Là, c'est lui qui a comme tête d'affiche qui fait que c'est John Powell qui fait la musique. Mais honnêtement, on aurait pu prendre carrément la trame sonore du premier film puis juste la recoller là, sur la trame sonore dans le film aujourd'hui. Je m'aurais jamais rendu compte là, si maintenant on ferait juste recoller les mêmes morceaux là, puis on n'a pas réenregistré. Là. Je serais pas surpris, honnêtement. Là. Mais bon, fait que dans c'est ça, on a une poursuite de voiture, puis du coup, c'est à vaut ce qu'elle vaut, là, en bout de ligne, là, c'est juste des voitures, puis après, c'est dans New York là, cette fois-ci, là, puis ok, c'est correct, là, mais tu sais, elle a déjà été mieux faite, la poursuite de voiture là, dans cette trilogie-là. Fait que Bourne, éventuellement, il va rencontrer là, Pamela Landy là, en face là, de la bâtisse là, au 415 71e avenue à New York, puis qui est dans le fond qui est la bâtisse de Treadstone. Puis là, dans le fond, il va lui donner les documents incriminant dans le fond incriminant là. En bout de ligne c'est le projet Blackbriar puis en bout de ligne c'est comme la succession de Treadstone. Je sais même pas exactement qu'est-ce qui en bout de ligne c'est une tête qui va tomber puis ça va être un autre qui va repousser là. C'est qu'est-ce que ça l'apporte en bout de ligne puis
ces organisations-là, c'est comme... Je sais pas, c'est peut-être ma mentalité là, de cinéphile là, quelque part ou dans le monde qu'on est, là, c'est pas... Il y en a un après un autre, puis un autre, puis un autre. Je suis certain que la CIA a ces affaires-là, puis que par la suite, qui ont des agents envoyés puis tout ça, bon, fait pour tuer, des affaires de même, envoyer quelqu'un, un assassin, des affaires de même. OK, ça c'est une autre affaire, peut-être pas. Quelque part, je pense que c'est des projets qui ont comme, en guillemets, peut-être pas le choix d'avoir, là, mais bon, je trouve pas ça... puis on met pas l'emphase dessus aussi, je pense. Il y a un peu de ça. Fait que, c'est comme... Je vois pas exactement que je comprends le côté moral, on peut pas avoir ça, des affaires de même, mais on sait tous qu'ils ont ça. C'est comme, c'est pas... on est capable d'accepter qu'ils ont James Bond, mais qu'en bout de ligne, qu'ils ont pas d'autres assassins. C'est comme... C'est impossible, là. Je sais pas. C'est comme... On s'en fout un peu. C'est comme... Ils ont révélé ça. Peut-être que Pamela Landy va être bien contente à la toute fin, mais en bout de ligne, c'est pour ça je pense qu'ils mettent pas vraiment l'emphase là-dessus. Puis qu'en bout de ligne, on voit pas... on se rend compte que à la toute fin, dans le dernier petit montage là, de la dernière minute, où ce que Vasson, ok, c'est beau, il va être inculpé, puis Kramer aussi va descendre, puis ça va finir là. Mais on s'attarde pas sur eux autres, là, on s'en fout rendu là. C'est ce qu'on veut voir depuis le début du film. C'est ce qui s'en vient, dans le fond. On voit tout le long du film là, qu'il y a des flashbacks. Un personnage que, si mettons, on n'est pas trop familier avec le visage là, d'Albert Finney, on peut peut-être se dire, bon, Brian Cox, c'est pas mort dans le dernier film. C'est pas mal ça. Si mettons, on n'a pas repris la ligne carrément au début qui dit, Abbott, c'est dans le fond, c'est sa confession d'Abbott qui a dit à Jason Bourne. Si mettons, on l'a pas vraiment... On s'est étouffé, quelque chose de même. On est en train de se moucher pendant que... qui est en train de dire ça au tout début du film, puis même là, c'est rien de méchant envers monsieur Albert Finney, il y a un peu une ressemblance, un peu trop peut-être, avec monsieur Cox. C'est OK, les deux un côté de l'autre, je serais capable de les distinguer, mais sauf que la manière qui est apportée, je me dis, dans les flashs en plus, on les voit pas très bien, des affaires de même. Monsieur Cox a vieilli aussi, puis en tout cas, c'est comme je me dis, on a peut-être un personnage qui ressemble peut-être trop à l'autre. Puis il n'y avait pas besoin d'être si vieux que ça aussi. On aurait écrit aussi que Conklin, parce qu'on n'aime pas du tout Conklin dans ce film-là. Conklin, lui, c'était son supérieur immédiat, c'était comme son contremaître à lui, mais en bout de ligne, il y a d'autres personnes, d'autres dirigeants un peu plus hauts, des affaires de même, là. Mais c'est comme... on essaie de trouver comme un peu le avant-première mission que Supremacy avait apporté. Fait que là, il va se ramasser le personnage de Albert Hirsch, qui est joué comme par Albert Finney. J'ai absolument rien à dire contre Monsieur Finney. Là, j'en ai déjà parlé, je pense, dans Skyfall, cet acteur-là. J'ai vraiment pas de problème du tout avec. C'est juste que je trouve qu'il y a une confusion avec Brian Cox, parce qu'il est un peu... il ressemble un peu, là. Mais sinon, la révélation, c'est que dans le fond, il n'a pas été... que Bourne s'est rendu sur place à cet endroit-là. Pourquoi que c'est rendu là? Je sais pas. Je veux dire, OK, c'est beau, là, on va le dire, il s'appelle David Webb, on vient juste de savoir, là, Pamela Landy, elle nous l'a redit, si mettons, on s'en rappelait pas au pire, là, de Bourne Supremacy. Si mettons, on n'a pas vu Bourne Supremacy aussi, OK, c'est beau, on sait, il s'appelait David Webb, mais ça veut dire quoi, en bout de ligne, puis pourquoi est-ce qu'il a choisi Treadstone? Il va nous le dire, on t'a pas kidnappé pour que tu sois dans un programme, puis qu'après ça, on te laisse le cerveau. Dans le fond, tu t'es pointé sur place, puis OK, c'est beau, t'avais des dog tags, t'étais un soldat, quelque chose de même, OK. Puis, là, tu veux donner des réponses, tu dis, peut-être qu'il s'ouvre pour un 4e film. C'est une possibilité aussi, mais je trouve que c'est comme, on essaie de juste donner des réponses à la dernière minute, puis on donne à rien.
c'est OK, on va lui donner que, quelque part que c'est un assassin, puis qu'en bout de ligne, il a dû tuer quelqu'un de sang-froid. OK, mais on le savait, ça, juste entre les lignes. On l'a pas vu, mais on comprenait que c'était un assassin, puis que quelque part, ben, qu'il a dû se salir les mains. Ça, on peut le comprendre. Mais on donne à rien. À la toute fin, là, puis c'est plate parce que je trouve que ça tombe à plat. Puis, tu sais, on a... tout ce qu'on a vu à date, tout, je veux dire, l'action est là, puis tout est là. On arrive à la finale, on est supposé de se ramasser carrément au début. OK, c'est beau, c'est ce qui s'est passé. Oui, c'est l'équivalent d'un prequel, pourquoi que ça tombe à terre. Souvent, c'est qu'en bout de ligne, on sait tout ça, mais en même temps, on n'apporte rien, ou on essaie d'apporter des fois quelque chose, un genre de spin, là, que finalement, on peut regarder un peu le film... les films subséquents là, d'un autre angle, mais on n'apporte même pas ça à rien du tout. Bon, OK, c'est beau qu'il était volontaire pour embarquer là, dans le programme Treadstone, OK, mais pourquoi est-ce qu'il voulait embarquer dans ça? C'est ça qu'il fallait savoir, c'est quoi que David Webb était avant. Là, on a un nom, puis ça tentait de rentrer. Pour moi, c'est quelque part, l'armée, parce que, OK, dans le livre, c'est autre chose. Là, on parle de la version film. C'est quoi qui faisait, OK, c'était un commando avant, quelque chose de même, puis je sais pas, il a peut-être été foutu en dehors, c'est quoi qui s'est passé, le 11 septembre, je sais pas, non, ça doit être après le 11 septembre en bout de ligne, ou plutôt avant, le 11 septembre, j'en ai parlé là, dans l'autre podcast, là, toute la production était pendant le 11 septembre. Fait que techniquement le personnage aussi quand il a été formé comme Bourne, ben c'est ça, c'était avant le 11 septembre. Fait que c'était quoi exactement toute sa motivation? C'est comme, je sais pas, il mangeait son Burger King, quelque chose de même, puis il s'est dit, c'est assez, moi je m'en vais comme assassin principal, quelque chose de même. Il est peut-être, je sais pas, il a pas eu la promotion qu'il a voulu, puis finalement, à l'armée, puis finalement, il est allé à Treadstone. Je sais pas, on nous donne pas de réponse à la toute fin du film, puis je trouve ça vraiment plate. Mais c'est ça. Fait que là, après ça, ce qu'on sait, c'est que Bourne décide que là, il veut plus être Bourne. Mais là, ça, on savait déjà qu'il voulait plus être Bourne en bout de ligne. Il voulait plus faire ce métier-là, en guillemets. Là. C'est en bout de ligne, c'est beau. Il y a ses réponses, OK? Ça, je peux comprendre ça sur son personnage, qu'il veut comprendre qui qu'il est, il veut se rappeler de ça aussi, puis OK, mais il veut se rappeler, dans le fond, de sa première exécution, peut-être, là, je sais pas. C'est peut-être ça aussi, là, mais tu sais, c'est correct, à quelque part, il peut partir en paix, savoir qu'est-ce qui... sa première journée, mais en même temps, qui était avant... Ça serait peut-être mieux qu'il sache ça aussi, tu sais, pourquoi, qu'est-ce qu'il a apporté là, mais en bout de ligne, c'est ça. C'est réponses qu'on lui donne pas, puis peut-être pour une suite, là, éventuellement, pour avoir la suite là, qui va venir là, quelques années plus tard, mais c'est ça, à quelque part. C'est comme le film a été construit pour finir en trilogie, puis je pense que même avant la sortie, on parlait que c'était la fin. Fait que c'est comme c'est le temps de déballer le sac, mais c'est ça, ça finit là. Faut pas oublier pareil qu'en 2009, la plupart des films qui sont... non, en 2007, fait que ça n'a aucun rapport avec une grève de scénaristes, là. Fait que je sais pas quoi dire. Je trouve ça vraiment dommage, puis je suis comme quasiment sans mots. Fait que Bourne va partir de là, dans le fond, là, la sécurité, toute l'équipe là, de Vasson le rattrape. Fait qu'il doit se ramasser sur le toit. Il y a Paz, dans le fond, qui réapparaît. On a un peu un clin d'œil à la discussion que Bourne avait eue avec Clive Owen quand, dans le fond, Bourne avait tué Clive Owen. Puis Clive Owen avait répondu, là, dans le fond, c'était comme un peu quasiment triste la manière qu'il mourait là, en bout de ligne. En bout de ligne, c'est comme les rôles sont un peu inversés là, dans le film aujourd'hui. Puis je vois pas... OK, Paz, dans le fond, si lui était indoctriné là-dedans, pourquoi même que... La seule raison qu'il va pas tuer Bourne, c'est parce que Bourne l'a pas tué un peu plus tôt. Est-ce qu'il va vraiment se poser des questions, là? En tout cas, parce que c'est Bourne, c'est Matt Damon, peut-être, il se dit, c'est beau, je vais me poser des questions, vraiment. Mais en bout de ligne, tu sais, Bourne qui arrive, qui dit, garde... regarde qu'est-ce qu'ils nous ont fait, puis je veux dire,
qu'est-ce qu'on a eu à donner, tout ça, tu sais. C'est comme, bon, ça le fait résonner. C'est comment une personne que Paz a tué, puis qui a posé n'importe quelle question, il a jamais posé la question, mais à cause que c'est Matt Damon. Bon, comme j'ai dit, Matt Damon l'a pas tué avant, il avait le choix de le tuer, tu sais. OK, mais sauf que le gars est endoctriné pour être un tueur froid, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, je pense qu'il est tombé juste comme par hasard sur le bon tueur qui est dans le fond, qui veut peut-être plus être tueur. Peut-être pas. Il aurait tombé sur l'autre, là, il aurait dit la même affaire à Dash, il serait passé la même affaire à Dash. Pas mal sûr que Dash, je veux dire, il aurait appuyé sa détente. Fait que la personne qui doit peser sa détente, c'est Wasson. Bourne va sauter là, du 10e étage, dans le fond, dans la rivière, là, à l'est là, de New York, puis dans le fond, ben, c'est comme un peu le suspense. Est-ce que Bourne est mort, il est pas mort? Je me rappelle au cinéma, je me posais la question, est-ce que ça va finir de même en bout de ligne? On n'a plus comme rien à dire, tout ça. Ils vont-tu le tuer? Ils vont laisser ça vraiment ambigu, qu'on ne sait pas s'il va survivre ou pas. C'est une possibilité. En bout de ligne, ce que je vais me rendre compte, par contre, c'est que The Dark Knight Rises va avoir vraiment influencé beaucoup là, comme du film aujourd'hui. Tout dans le montage final, là, c'est très similaire avec Nikki qui est en train de regarder là, la télé, puis dans le fond, avec le reportage. Il n'y a pas de reportage là, dans The Dark Knight Rises, mais c'est un peu la même idée là, en bout de ligne. Puis que, dans le fond, tout ce qui se passe là, avec Alfred, des affaires de même, puis ça fait un peu similaire, là, c'est comme un peu un calcage là, des images. Puis finalement, ben, après genre 1 minute dans l'eau, ben Bourne, on voit là, qu'il bouge, puis que finalement il est pas mort, puis que finalement ben, il était bien dans l'eau, puis qu'il va comme s'enfoncer encore plus dans l'eau, puis le film va finir là. Je sais que c'est une métaphore quelque part là, qui va aller se cacher là, dans l'ombre, puis qu'en bout de ligne on pense qu'il est mort, des affaires de même là. Mais ça va finir de même. Dans le fond, on fait comme un retour carrément au premier film, qu'en bout de ligne, c'est là qu'on l'a trouvé au début du film, puis que là, cette fois-là, ben, quand il va ressortir de l'eau, il va être David Webb et non Jason Bourne. Peut-être pas. T'sais, en bout de ligne, chaque film a une séquence où ce que Bourne se ramasse dans l'eau. On a la séquence avec Marie qui se fait tuer là, dans le deuxième film, puis que quand il sort de l'eau, ben il est clairement Jason Bourne sur une quête de vengeance. Dans le premier film, ben il est on ne sait pas exactement il est qui, il est Jason Bourne, mais sans mémoire. Puis tu sais, dans le fond, ben là, ce qui va sortir de l'eau en bout de ligne, ça va être David Webb. Fait que le cercle va être complet dans tout. C'est correct, je veux dire, en fait, l'idée, ça marche. C'est parfait, on l'a tout choisi, là, mais c'est toute la quête, là, toute l'aventure. Est-ce que la dernière partie, là, est-ce qu'elle lâche un peu? Dernière petite chose aussi, petite affaire qui a été réinventée. Dans le fond, on a la toune de fin, là, toujours jouée là, par Moby, qui en bout de ligne, lui, va avoir réenregistré sa chanson là, de Extreme Ways, qui est une nouvelle version là, pour le film aujourd'hui. Qui est, bon, pourquoi pas avoir fait un remix là, de la toune originale? Bon, c'est sûr que la toune originale, là, je l'aime vraiment beaucoup. Là. Cette version-là, je suis pas sûr si je l'aime. Je l'aime pas autant, c'est certain. Mais tu sais, je comprends l'idée, mais je pense que ça aurait été mieux pas qu'il réenregistre, qu'il la remixe carrément, qu'il refasse peut-être toute l'instrumentation, mais je pense qu'il y a une choriste en plus là, en bout de ligne. Il rajoute un peu peut-être qu'il la met un peu plus grandiose parce que là c'est la finale, ça fait la même. Ok, ça va là, mais bon, c'est juste que lui a réenregistré là, la version de la tune qui est correcte. Alors, en conclusion, ben, le film, c'est pas un mauvais film. C'est, tu sais, je veux dire, il y a des James Bond aussi, là, je veux dire, dans le fond, on fait juste reprendre, on fait des greatest hits, là, des derniers films, on reprend des éléments là, qu'on a vus là, dans plusieurs films de James Bond, puis on fait un nouveau James Bond. C'est ça que la franchise a fait là, les dernières 60 années, là, il y a 60 et plus, là, avec un nouveau film qui va s'en venir éventuellement, puis tu sais,
je veux dire, ça marche pas, des affaires de même. Je semble être pas mal rough sur le film, là, ça je sais. C'est juste que peut-être que je trouve que ce film-là, il avait quand même gardé un bon momentum sur le deuxième film. T'sais, le premier film est meilleur. Ça, c'est le premier film avec Matt Damon. Là. C'est clair. On a une coche en moins pour Bourne Supremacy, puis je pense qu'on a une bonne coche en moins en bas de Supremacy. C'est comme ça que je vais regarder ça. C'est-tu une damnation totale? Non, parce qu'en bout de ligne, le film est bien fait. C'est à quelque part, mais je pense qu'il y avait comme plus rien à dire. C'est ça le problème, c'est que contrairement à une histoire de bande où ce qui recommence, c'est un reboot, tout le temps un soft reboot à chaque film. Dans le film aujourd'hui, on essaie de faire une continuité d'histoire, puis j'ai l'impression qu'on a quasiment trop donné à la fin de Supremacy. Que à quelque part, il faut comme se rétracter dans le film aujourd'hui, puis essayer de comme aller rechercher quelque chose, mais c'est ça, à quelque part, je pense que il y avait une fin déjà, dans le fond, c'est un reshoot, là, la toute fin qu'on a. Puis je pense que ça l'a un peu terni le film d'aujourd'hui. Le film aujourd'hui va avoir été récompensé aux Oscars 3 fois. Là. Bon, c'est sound editing, sound mixing, puis film editing. C'est comme ces genres de choses qu'on parle jamais. Là. Mais côté édition, comme j'ai dit, tout se suit bien. J'ai fait peut-être un peu l'emphase là-dessus justement là, dans le podcast d'aujourd'hui, mais pour le restant, je veux dire, c'est beau, il a été récompensé, mais en bout de ligne, c'est qui parle de ça? C'est comme, on voit jamais ça reçu 3 Oscars pour sound mixing, là, c'est comme, on voit jamais ça, mais bon, au moins c'est quelque chose, ça je peux le dire. Sinon, c'est le film le plus rentable jusqu'à ce jour de la franchise. C'est le film qui est le mieux coté partout en bout de ligne, mais pour moi, je le vois pas, puis je l'ai jamais vu. C'est pas que c'est un... Tu sais, le film, OK, je vais lui donner un verre, mais c'est comme... Il est comme prisonnier de ces 2 derniers films, puis je pense que c'est pour ça que je peux pas l'endosser pleinement sur autant fort que les 2 derniers. Parce qu'en bout de ligne, il devient comme... Bon, ben on embrasse un peu les mêmes idées, on essaie de retrouver les mêmes affaires, puis... je suis plus vraiment enthousiaste pour le prochain film, par contre, où là, on va recommencer un peu à zéro. Là, on va vraiment tout mettre à terre, puis on va repartir avec Jeremy Renner. Je sais que ça va être juste un film, mais je suis enthousiaste pareil pour avoir cette version-là et voir qu'est-ce qu'on va faire avec cet univers-là, parce que je m'en rappelle pratiquement pas. Là. Je sais que le film, je pense qu'il est un petit peu plus long. Il y a peut-être un peu de longueur de mémoire, là, mais... Ça reste qu'on va tout mettre à terre, puis on va repartir un peu dans cet univers-là. On va avoir un suppléant encore à Vasson. On va y trouver un suppléant. Je sais pas s'il y a des personnages qui reviennent. Là. Ça, je me rappelle pas assez. Là. Mais à part de ça... Ces films-là sont faits de même, mais au moins on ne sera pas dépendant là, de la première trilogie. Mais en tout cas, je parle quasiment au travers parce que je me rappelle quasiment pas. Là. Je pense qu'il y a un peu là, de choses qui se passent en même temps que Bourne Ultimatum, là, le film d'aujourd'hui. Ça se peut, mais en tout cas, on va en parler là, la semaine prochaine. Mais puis en même temps, on va parler là, du film, du livre aussi là, écrit là, par Eric Van Luster, qui lui a écrit là, The Bourne Legacy. Je sais qu'il n'y a absolument aucun lien, mais parce que le livre est sorti avant que... Ben, il est sorti avant, mais en bout de ligne, c'est carrément si on a juste gardé le nom là, en bout de ligne, là, mais ça n'a aucun rapport avant, c'est normal qu'il est sorti avant, mais on a gardé son nom. Mais finalement, il n'y a absolument aucun lien. En tout cas, je vais voir là, à quelque part, je vais finir le livre, puis après ça, je vais écouter le livre, écouter le film, voir s'il y a des liens ou pas. Peut-être trouver finalement qu'ils ont trouvé un super lien, super caché quelque part, comme que j'ai trouvé là, dans le film aujourd'hui. Il y a peut-être une scène où ce que je trouve peut-être avec une longueur quand j'ai vu le film avant, puis là je me dis ok, c'est pour ça que cette scène-là est là, puis finalement c'est parce qu'ils font un clin d'œil pour dire qu'ils ont adapté le livre un peu, mais honnêtement j'ai l'impression qu'ils ont juste pris le nom, là, puis je suis pas mal sûr de ça. Mais en tout cas, c'est ce qu'on va parler là, la semaine prochaine.
Mais le film, lui, aujourd'hui, je vais lui donner un vert, mais il va frôler le jaune. C'est pour ça. Puis je pense que, tu sais, honnêtement, en parler aujourd'hui, il a rebaissé un peu là, dans mon estime, encore plus là, que quand je l'ai écouté. C'est comme ça l'a matérialisé un peu ce que je pensais. Puis je trouve ça une déception, tout simplement. Je pense que c'est ça qui va être le plus le meilleur mot pour ça. Là, ça va être The Bourne Deception, je pense, au lieu de Bourne Ultimatum. À quelque part, je pense que c'est plus ça qui fait que c'est pas un mauvais film. Il est pas mal construit, il est très bien construit. Tout le monde est sûr, à part Julia Stiles, bien sûr. Tout le monde est vraiment sa coche, mais c'est ça le problème, c'est qu'il est trop dépendant là, des deux premiers films, qu'ils ont tout bien construit, puis à quelque part, ben, comme les deux premiers actes sont là pour faire le troisième acte, mais en même temps, les deux premiers actes n'ont pas vraiment leur raison d'être, à part de padder qu'est-ce qui a été fait, là, que, dans le fond, pour remplir les semaines qui ont été dans Bourne Supremacy. Là. Fait que, en tout cas, on risque de me répéter encore. On va arrêter ça là-dessus. Je pense que vous avez pas mal un peu l'idée de qu'est-ce que je pense. Puis je pense que j'ai mis ça assez clair. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, The Bourne Legacy. J'ai hâte d'en parler, hâte de finir le livre. Puis on va parler de ça en long et en large. Entre-temps, vous pouvez suivre le podcast sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et laisser vos commentaires sur l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez, dans le fond? Est-ce que c'est le meilleur? Ça se peut aussi, parce qu'en bout de ligne, moi, je regarde un aspect, c'est ma vision de la chose, c'est comme ça que je vois ça. C'est surtout toujours en réaction sur les deux premiers films, mais peut-être vous êtes capable de vous détacher carrément là, des deux premiers films, puis qu'en bout de ligne, qu'on regarde le film... par lui-même tout seul. C'est sûr, des fois ça l'aide. Je l'ai déjà parlé au podcast, des fois, là, juste comme vraiment juste se détacher des autres films, ça l'aide beaucoup pour l'expérience d'un tel film. C'est ça que je pense qu'il faut faire aussi. Sauf que le problème aussi, c'est que ces films-là sont rattachés un à l'autre. Les James Bond sont pas rattachés entre eux autres, fait que c'est ça qui aide, mais celui-là, ben, se force à quand même faire des liens. Puis même pendant tout le film, ils veulent nous rappeler qu'est-ce qui s'est passé dans les autres films. Fait que, tu sais, ces liens-là sont faits, ils nous le disent. Mais... sinon, mais n'hésitez pas à quand même donner vos points pourquoi que le film est supérieur. J'aimerais ça comprendre en bout de ligne. Je veux dire, je lis des critiques, ok, mais en tout cas, moi, je le vois pas, tout simplement. Puis, techniquement, je le dis, il est vraiment top-notch, mais pas mal égal de toute façon à ce que la production est égale, vraiment solide aussi dans les deux derniers films. Fait que c'est ça pour ça, mais sinon, d'ici le prochain épisode, ne m'oubliez pas, car vous êtes les seuls dont je me souviens. It's never gonna be over like this. We don't have a choice. Yes, you do. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour l'analyse d'un autre film. I can't remember anything that happened before 2 weeks ago. Toutes les opinions exprimées dans cet épisode sont les miennes ou celles de mon invité s'il y a lieu. Et elles ne représentent en aucun cas les points de vue des personnes ou entités liées au film discuté aujourd'hui. You can't run, not alone. You don't know how. You certainly can't hide, not from people like this. With the resources they have, you wouldn't make a descent down. So what's that we do? Les extraits audio et musicaux entendus dans cet épisode sont utilisés à des fins de critique, d'analyse et de discussion, conformément aux principes d'usage équitable et non dans une intention de porter atteinte aux droits d'auteur. How could I forget about you? You're the only person I know. Suivez la playlist officielle de Premier Visionnement sur Spotify. Si vous voulez être introduit à chaque trame sonore qui est couvert au podcast et disponible sur cette plateforme. You're never gonna find any peace. Not till you admit to yourself who you really are. Rendez-vous sur premiervisionnement.com pour accéder à toutes les séries déjà couvertes, dont des rétrospectives d'action comme Die Hard, Beverly Hills Cop, Mortal Kombat, Indiana Jones, James Bond, Mission Impossible, John Wick et Rocky, de science-fiction comme Star Wars, Jurassic Park, Terminator, The Matrix et Ghostbusters, d'horreur comme Hannibal, Scream, Friday the 13th et Saw,
sans oublier les univers de super-héros Marvel et DC. Vous y trouverez aussi des épisodes sur des films cultes comme Seven, Bloodsport, Apocalypse Now, Taxi Driver, Heat et The Hitcher. I fell off the grid. I was halfway around the world. There's no place that won't catch up to you. It's how every story ends. Vous aimez le podcast? Soutenez-le en laissant une note maximale sur votre application d'écoute. What if he's not coming for us? What if it's something else? Vous aimeriez que le podcast couvre un film de votre choix? Pour 10 $, je propose un épisode sur un film non franchisé disponible sur Netflix, Prime Video ou toute autre plateforme légale gratuite. Et pour 25 $, je couvre 3 films. Le tout sera couvert dans un délai de 3 mois après votre don. What do I say? Hi there, I'm Jason Bourne. I know that's not my real name, but I don't happen to recall what my real name is. You see, I lost my memory somewhere outside of Marseille. N'oubliez pas de suivre la page Facebook, Twitter ou Instagram du podcast pour rester informé sur les épisodes à venir. So what do you want with me? Merci de votre soutien et à très bientôt dans un prochain épisode. You remember now. I remember everything. I'm no longer Jason.